Mercredi 30 septembre 2015. Bonsoir à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, une semaine après la panne, une grande partie de la cité Caravia, Plateau 3 et même l'hôpital du Cinquantenaire sont toujours dans le noir. Depuis l'incendie qui s'y est produit, les câbles électriques sont presque abandonnés. Nous irons également à Kipushi où c'est plutôt l'insécurité qui fait parler d'elle. Des hommes armés ont attaqué la maison d'un commerçant où ils ont emporté une somme d'argent et des biens matériels. Encore une fois, bonsoir. Cela fait plusieurs années que l'Institut Funzi, situé dans la ville montagneuse de Likasi, évolue sans adresse fixe. Ceci est à la base de plusieurs difficultés que connaît cette école publique. Et en tout début de cette année scolaire, l'école a été délocalisée vers l'enceinte du complexe scolaire laïque, toujours à Likasi. On en parle ici avec Ege Tchala. Parmi les conditions à respecter pour construire et installer une école, figure notamment l'adresse physique fixe de l'Institut. Cette réalité est loin d'être respectée à l'Institut Fundi de la ville montagneuse de Likasi. Cette école publique va des bâtiments en bâtiment à longueur des années, d'où ces nombreuses difficultés de fonctionnement. Au niveau de la commune de Kipula, nos bâtiments ont été vendus. Dernièrement, on nous a délogés. Nous fonctionnons provisoirement dans les bâtiments du complexe laïque. D'ici peut-être octobre, on va nous installer quelque part. Ça a été difficile sur tous les points de vue. Les parents nous ont cherché partout pour savoir où nous étions, comme les élèves. Bon, nous sommes assez grands, nous faisons tout pour nous faire accepter. Les difficultés ne manquent pas, mais on se fait accepter et ça va bien. Outre cela, c'est à peine qu'une salle de classe peut atteindre 25 élèves à moins d'un mois de la rentrée des classes, alors que l'école enregistre une moyenne de 50 élèves par classe. Et les inscriptions continuent jusqu'à ce jour. Et puis la mairie de Lubumbashi a servi de cadre à l'échange entre le directeur national d'assainissement et l'autorité urbaine. C'était pour identifier les écoles publiques qui manquent de latrines fiables. Le projet urbain ambitionne cibler environ 100 écoles qui vont bénéficier des toilettes hygiéniques. Maurice Mazel nous en parle. En ces jours de travail à Lubumbashi, le directeur national d'assainissement s'est entretenu avec le maire de Lubumbashi pour identifier toutes les écoles publiques afin de leur doter dès l'an prochain des toilettes proportionnées aux normes hygiéniques. Madame Pascaline Mbangou a souligné que ce projet concerne 3 villes du pays. Elle a sollicité le concours du maire de la ville pour permettre et faciliter cette identification d'environ 100 écoles par ville. Il y a eu un volet assainissement qui a été prévu et dans le cadre du volet assainissement, nous avons prévu de construire une centaine de latrines institutionnelles, plus dans les milieux scolaires pour la ville de Lubumbashi, dans des écoles publiques évidemment. Et nous avons rencontré M. le maire pour que lui, le responsable de la ville, puisse disponibiliser un site. Dans ce site, sera réalisé les études d'impact environnementaux où seront réalisées dans les prochaines années une station de traitement de l'eau de vidange. L'érection des latrines aura lieu en 2016 pour permettre aux élèves congolais d'apprendre dans un environnement où toutes les normes pédagogiques sont réunies. En outre, ce même projet va doter à la ville de Lubumbashi le site d'épuration par rapport à l'expansion de la ville. Le Rotary Club de Lubumbashi vient de remettre des fournitures scolaires aux orphelins de la maison Péniel du quartier Salama. La délégation des Rotariens de Kipushi était honorée lors de cette cérémonie par la présence de M. Martin Balikwisha, gouverneur de district, conduit par Patient Kibira, président du club de Lubumbashi, et son trésorier Célestin Mwamba. Image et commentaires, Léon Magloire Monga Moutouali. Cette chanson, entonnée par les orphelins de la maison Péniel, c'est pour souhaiter la bienvenue aux membres du Rotary Club de Lubumbashi. À la tête de cette délégation restreinte des Rotariens de Lubumbashi, l'honorable Martin Balikwisha, gouverneur de district du Rotary Afrique centrale. Après la visite des différentes pièces de cet orphelinat, Patient Kibira, président du club de Lubumbashi, prend la parole pour introduire le gouverneur de district. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Il y a notre gouverneur du district aussi qui est en visite ici. Voilà, nous nous sommes dit, parce que nous ne pouvons pas tout faire au même moment, qu'on vient d'abord accompagner, assister les orphelins à commencer l'école comme tous les enfants. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. On n'a pas amené grand-chose, mais je crois que soutenir un enfant, être scolarisé, c'est une bonne chose pour son avenir. C'est un acte de cœur. Il ne faut pas croire que ces dames et messieurs qui sont ici ont plus de moyens que les gens de la cité. Non. Ils se sont privés de quelque chose pour donner le peu qu'ils ont donné. Ils viennent de recevoir vos états de besoin et je suis sûr qu'ils feront plus parce qu'ils ont un cœur. Le mois de septembre étant donc dédié à l'éducation au sein du Rotary Club International, un lot de fournitures scolaires a été remis à ces orphelins. Mais peu avant la fin de cette visite, les dirigeants de l'orphelinat Maison Peignel ont remis leur état de besoin à leurs visiteurs qui ont promis d'y retourner prochainement pour d'autres actions de bienfaisance à l'endroit de ces enfants démunis. Et puisque nous sommes dans l'enseignement, signalons qu'à l'université de Lubumbashi, c'est aujourd'hui qu'est intervenue la défense de mémoire de notre confrère Moulamba Manyema Darel. Ce présentateur de l'émission Chokosho Anyota Radio et Télévision est désormais licencié en sciences de l'information et de la communication, option journalisme. Regardez. Ce mémoire de Darel a porté sur l'étude critique des techniques d'investigation dans l'audiovisuel, cas des émissions Profondeur et Questions de l'heure, émissions de débat et d'actualité diffusées sur Mwangaza Télévision à Lubumbashi. À l'issue de ces recherches, Darel Manyema est arrivé à la conclusion suivante. En République démocratique du Congo, c'est rare de parler du journalisme d'investigation. C'est vrai que l'université nous a obligés de restreindre les champs des recherches, mais cela n'a pas vraiment été notre souhait. On aurait voulu que cela s'étende sur les champs, l'audiovisuel en général, parce qu'en ces jours, parler de l'audiovisuel, on voit toutes les radios, toutes les télévisions qu'il y a autour de nous. Alors la question majeure qu'il faudra peut-être se poser, pourquoi toutes ces techniques ne sont pas utilisées dans l'audiovisuel? Pourquoi les techniques d'investigation sont si négligées? Pourquoi ce genre journalistique n'est pas autant sollicité pendant que notre société, comme la société congolaise, voulais-je dire, se retrouve comme la mieux corrompue au monde, se retrouve sur la liste de pays qui aujourd'hui ont des graves problèmes dans différentes sociétés. Après la défense, tous ceux qui ont accompagné Darel Manyema sont allés jusqu'à domicile et c'est là qu'ils ont partagé un verre. Je voulais annoncer les habitants de la cité Caravia, du quartier Plateau 3 et même l'hôpital du Cinquantenaire demeurent dans le noir. Jusque-là, rien n'est fait pour le rétablissement de l'énergie électrique et ce, après un incendie qui s'était déclaré sur la ligne basse tension. Explication de Augustin Célestin Muganza. Depuis plus de 5 jours, les câbles basse tension qui alimentent la partie de la cité Caravia sont abandonnés à même le sol. Ils présentent un danger permanent d'électrocution pour les passants. À en croire la population du coin, depuis l'incendie qui a occasionné la coupure de l'énergie électrique à partir de la cabine, les agents de la Société nationale d'électricité n'auraient pas encore songé au dépannage. Les câbles électriques basse tension s'étendent à même le sol sur plusieurs mètres et à différentes avenues. Donc nous souffrons beaucoup dans ces quartiers. Ils oublient aussi qu'il y a une grande hôpital dans ces quartiers qui doit fonctionner avec les gens. Quand les gens vont mourir, là, le gouvernement va faire beaucoup de bruit et tout ça. Mais ils laissent même les câbles par terre comme ça. Et vous savez que déjà se permettent même de voler les câbles là où il y a du courant. Qu'en est-il de ce courant qui est en train de traîner par terre comme ça? Et ils veulent que les voleurs viennent encore voler afin qu'ils retournent encore à nous pour pouvoir payer une fois de plus les câbles. Pendant que nous attendons encore à des factures, parce qu'aujourd'hui c'est la fin du mois. La cité Caravia est un coin de la ville de Lubumbashi qui s'est métamorphosé. Le grand marché, l'hôpital du Cinquantenaire et autres activités commerciales nécessitent la fourniture en énergie électrique. Le docteur Augustin Ilunga Njoloko a été honoré au quartier Ewabora où une avenue a été débaptisée en son nom, une façon pour ses nombreux voisins de reconnaître les loyaux services rendus à la nation congolaise par ce digne fils du pays. Reportage de Edouard Kankou.
L'extension du quartier Ewabora lui a valu la présence des grandes maisons et autres bâtisses construites sous respect des normes urbanistiques. Et voilà pourquoi l'une des grandes avenues de ces coins vient de porter le nom du docteur Ndioloko sous l'initiative du chef de quartier. L'homme à l'honneur a tenu à visiter l'emplacement de la pancarte à la mention de son nom avec une délégation restreinte. Pour le docteur Ilunga Ndioloko Augustin, c'est une grande fierté qu'une avenue porte son nom. J'ai donné le modèle de structure. Parce que vous voyez, la plus belle ville, c'était la belle ville aujourd'hui de Lubumbashi. Vous aurez complètement abîmé, on ne la reconnaît plus parce que les gens construisent devant ces belles villes-là que la Belgique coloniale avait laissées avec des allées, des flamboyants, des jacarandas. Aujourd'hui, ce sont tous des kiosques, que c'est devenu vraiment un marché de Marrakech. C'est inacceptable. Le chef du quartier Ewabora livre ici les motivations de cet acte. Hivi anahamia mkartie, tuko na furaha munene. Ni bantu wanatumikia leta, ni bantu wanasaidia population parce que depuis arrivée ya mzee bakuwa beko pale, depuis arrivée ya monsieur le gouverneur bakuwa beko pale, na makazi yote nafanyika mu province nivo beko na accompagner bakubwa kuile maakte ba autorité baone namna ya kuposer nivo beko pale. L'homme n'est pas à présenter. Sa longue carrière de médecin, ses preuves au gouvernement provincial ne sont plus à démontrer. Qu'une avenue porte son nom, l'on peut parler de mérite. Je voulais annoncer petit à petit, l'insécurité refait surface dans la cité minière de Kipushi, c'est à 30 km de Lubumbashi. La nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre, des hommes armés se sont introduits dans la maison d'un certain monsieur Chambouikiki. Ils ont emporté une somme d'argent ainsi que des téléphones portables. Jean-Claude Mbale et Louis Loumami nous en disent plus. À Kipushi, deux hommes armés ont visité la maison de Chambouikiki la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre. Nous sommes sur l'avenue Etaka au numéro 8, bloc duplex Tanganyika, au quartier Kamarengue. Ils se sont servis d'une barre de mine pour défoncer la porte. Ils avaient déjà pointé l'arme du côté où je devrais sortir et c'est avec une barre de mine qu'ils ont forcé le cadenas de la porte du salon. C'est ainsi que j'ai crié au secours. Finalement, ils sont entrés. Ils ont exigé qu'on leur donne $5,000 en menaçant mon mari. Ils l'ont beaucoup frappé jusqu'à ce qu'il saigne. Ils ont pris $500, 150 000 francs congolais, des téléphones, des cartons de biscuits et les unités d'une valeur de 130 000 francs congolais. Ma carton ya biscuit, ma téléphone, ma chargeur ya benyeo. Na ma unité de rouge à 130 000. À ce jour, beaucoup de parcelles de cette partie de la cité de Kipushi sont inoccupées. L'herbe pousse un peu partout. À en croire certains habitants, cette situation serait à la base de l'insécurité qu'on y décrit. Retour à Lubumbashi, précisément sur la place de l'identité katangaise, dite Carrefour Rond-Point. Un accident de circulation a failli endeuiller plusieurs familles. Une jeep en provenance du centre-ville vers Kassapa a percuté un bus de transport en commun d'Ilias avec plein de passagers en provenance de Texaco vers le centre-ville. Bilan des blessés graves et le minibus a été sérieusement endommagé. Témoin de cet accident, Antoine Roger Mbouye, Séverin Katamboa. Du sang par terre. Des passagers tremblants de douleur. C'est la suite à cet accident de route en fin de matinée de ce mercredi 30 septembre 2015. C'est une Jeep de militaires pressés qui a percuté la Yas. Pas de pertes en vies humaines, mais des blessés graves et les minibus Yas des transports en commun en provenance de Texaco vers le centre-ville endommagé. Pensant être dans la priorité des droites au niveau du carrefour, place katangaise, les conducteurs voient son bus être percuté par une Jeep en provenance du centre-ville vers Kassapa. Il roulait à vive allure, il a percuté ce bus dans lequel je me trouvais. Heureusement, pas de morts. Son forfait connu.
L'auteur de l'accident, qui serait un haut gradé d'un service de sécurité, a résolu de prendre les larges. Cet officier n'a pas respecté la priorité des droites. Et voici l'accident. Les blessés ont urgemment été ramenés dans des centres hospitaliers les plus proches et le minibus a traîné quelque temps avant d'être remorqué. Et voici des nouvelles en dehors de la République démocratique du Congo dans la page internationale que nous propose ici Janine Bouchou. L'Afrique des Grands Lacs au cœur des discussions à New York aux États-Unis d'Amérique. Les représentants des pays de la région des Grands Lacs se sont réunis mardi 29 septembre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Objectif, analyser les problèmes de la sécurité de la région. Deux pays ont retenu une attention particulière. Il s'agit de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Le processus électoral de la République centrafricaine est pour l'instant bloqué à cause de l'insécurité qui règne à Bangui, la capitale, depuis le samedi dernier. La classe politique se prépare pour un éventuel report de la présidentielle pour le 18 octobre 2015. La communauté internationale, elle, soutient les autorités de la transition. Au Burundi, alors que la crise politique continue, de nombreux jeunes s'interrogent sur leur avenir. Dans le même temps, le taux de chômage continue de grimper. La jeunesse burundaise, fortement touchée par le chômage, craint que l'actuelle crise ne l'impacte davantage. L'inflation alimentaire a augmenté pour atteindre les 10% en juin 2015, alors qu'elle était estimée à 8,5% au mois de mai. Les analystes craignent une aggravation de la situation économique pour ce pays dépendant en partie de l'aide étrangère. En France, la justice ouvre une enquête contre le régime syrien pour crimes contre l'humanité. Le parquet de Paris va se pencher sur les atrocités commises depuis le début de la guerre et il va s'appuyer sur les témoignages d'un ancien photographe militaire de la police syrienne qui a emporté avec lui 55 000 clichés des corps torturés. Et on termine ce journal avec la lecture de quelques articles signés ce jour dans le journal La République paraissant dans la capitale Kinshasa, lu pour vous et de Linda Luka Lubankoto. À la une du numéro 836 de La République, déçu par la mauvaise pratique démocratique, Moïse Katumbi poignarde l'AMP dans le dos. Mardi, à la CPI, Jean-Pierre Mbemba devant la cour pour subornation de témoins. Pour éponger l'insécurité de plus en plus récurrente à Kinshasa, le général Kanyama appelé à opter pour le système wanted. La deuxième page du journal réservé à l'actualité retrouvait le titre « Pour éponger l'insécurité de plus en plus récurrente à Kinshasa, le général Kanyama appelé à opter pour le système wanted ». Devant l'insécurité qui a un esprit de suite à Kinshasa, il est temps pour que les autorités publiques réagissent en appliquant des méthodes conséquentes. Il ne s'agit pas de déployer des patrouilles armées jusqu'aux dents, dont les actes sont loin d'être une armée du salut. Ce, dans la mesure où des policiers se transforment jour et nuit en bourreaux des paisibles citoyens. Pour l'heure, au moment où tout le monde a les yeux tournés vers les enjeux politiques, il est impérieux que le général Kanyama fasse fort pour éponger des propos du genre « ton portable, ton porte-monnaie ou je te loge une balle dans la tête ». Dans Point Chaud, page 12, La République relaie les lettres de démission du gouverneur Moïse Katumbi. L'homme n'arrête pas de surprendre. Au moment où on le croyait placé au froid, Moïse Katumbi rebondit avec une déclaration politique extrêmement courageuse qui assomme la majorité au pouvoir. Dans une correspondance adressée mardi 29 septembre au secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, l'ancien gouverneur du Katanga claque la porte de ce parti présidentiel pour l'ascension duquel il a brillamment contribué. La démission de ce parti entraîne ipso facto celle de son poste de gouverneur de province. Moïse Katumbi reproche à son ancienne famille politique la dérive totalitaire qui foule aux pieds les préceptes de la loi fondamentale du pays. Des nouvelles de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Mbemba devant la Cour pour subornation de témoins. Pour le confrère, la fin du précédent procès pour crime de guerre avait été couronnée d'un incroyable coup de théâtre.
Quelques heures après l'audition du dernier témoin, les 4 hommes étaient arrêtés dans la nuit du 23 au 24 novembre 2013 à Bruxelles, pendant qu'à la prison, Mbemba était informé de nouvelles charges portées contre lui. Mesdames et messieurs, le journal La République est à lire et faire lire. Et voilà, c'est par là que s'achève cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Une semaine après la panne, une grande partie de la cité Caravia, Plateau 3 et même l'hôpital du Cinquantenaire sont toujours dans le noir. Depuis l'incendie qui s'y est produit, les câbles électriques sont restés presque abandonnés. Nous étions également à Kipushi où c'est plutôt l'insécurité qui fait parler d'elle. Des hommes armés ont attaqué la maison d'un commerçant et ils ont emporté une somme d'argent et des biens matériels. Fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 21h, les news. Juste après, le journal en anglais. Et à 23h, retrouvez Odi Fortuna Kassongo pour vous informer. Très bonne suite.